nationale du Mali. Les 7h ici à Bamako, la même heure à Koulikoro. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Première séance plénière pour le CNT au compte de la session d'avril, une séance qui aboutit au vote d'un projet de loi portant ratification de l'accord de presse signé à Lomé le 30 mars 2023 entre le gouvernement et la BOAD. Lancement de la remise de la carte nationale biométrique sécurisée. C'est le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale qui s'est prêté à l'exercice à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. C'était hier dans l'après-midi. Le grand format de ce journal a trait aux élèves et étudiants qui accomplissent tant bien que mal le quatrième pilier de l'islam, notamment le jeûne. Malgré leur bonne volonté, la faim et la réflexion ne font toujours pas bon ménage. Quel est leur quotidien? La réponse dans ce journal. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à un consortium composé de l'association malienne pour la conservation et la faune et de l'environnement et l'ONG Donko. Leur point de ressemblance, l'appui aux initiatives de développement local. Pour la page sport, Aridjoumatira nous parlera du championnat national avec la 14e journée. Nous irons également en Côte d'Ivoire pour parler de la construction des 3 stades pour la CAN qui ont été baptisés. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. La présentation des condoléances au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, suite au décès de son père, le capitaine à la retraite, Fé Bakary Goïta. Des messages de réconfort du président de la transition du Burkina Faso à son frère du Mali, transmis par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Une délégation conduite par le ministre nigérien délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères, Youssouf Mohamed Al-Mokhtar, a également fait le déplacement. Sira Bachili pour le compte-rendu. Moment de compassion à la résidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après les obsèques de son père, le capitaine à la retraite Feu Bakary Goïta, le président de la transition reçoit l'envoyé du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, pour la présentation de condoléances. Une tradition qui est une expression de partage de douleur en des moments difficiles. Au peuple du Mali et à son président, le Burkina Faso adresse un message de fraternité et de soutien moral. Ce message est porté par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. À la suite du Burkina Faso, ce message de réconfort du Niger au président Goïta, des condoléances présentées par une délégation nigérienne conduite par le ministre délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration africaine, Youssouf Mohamed Al-Mokhtar. Il est accompagné du chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Abdou Sidikou Issa Youssouf. Un temps de condoléances colorées d'empathie pour une solidarité africaine au bon moment, renforçant ainsi les relations sociales. Au compte de la session d'avril, le Conseil national de transition vient de voter un projet de loi portant ratification de l'accord de presse signé à Lomé le 30 mars 2023 entre le gouvernement et la BOAD. Ce près de 45 milliards de francs CFA servira au financement partiel du programme d'appurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Énergie du Mali et des MSA. Suivant ce reportage. 138 voix pour, une voix contre, une abstention, c'est le résultat du vote en faveur du projet de loi relatif à la ratification de l'accord de prêt paraphé entre le gouvernement et la BOAD le 30 mars 2023 à Lomé. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le prêt est de exactement 45 milliards, mais c'est une opération globale qui doit faire 100 milliards. Donc la BOAD continue à mettre en place la deuxième phase qui va aussi apporter 55 milliards. L'adhésion des membres du CNT en majorité à cette initiative est un grand soulagement pour le département des mines, de l'énergie et de l'eau. Lamine Seydou Traoré. Ce prêt est certes contracté par l'État, mais il va être rétrocédé à EDMSA. Mais ou directement à la disposition des fournisseurs qui nous accompagnent, ça va leur permettre de renouveler leur fonds de roulement et de pouvoir continuer à accompagner. En attendant que nous ne réglons le problème structurel de EDMSA. Il faut rappeler que l'État fournit énormément d'efforts et les coûts de production de l'électricité au Mali tournent autour de 200 francs.
alors que EDMSA, en tout cas sur instruction des plus hautes autorités, vend l'électricité à 98 francs, à moitié prix. Ce qui fait que la tension des trésoreries s'exacerbe sur EDMSA, mais surtout le déficit est structurel. Le oui du CNT à ce projet de prêt intervient après les recommandations formulées par la Commission en charge des questions de finances et d'industrie de l'organe législatif de la transition. Fatoumata Aliou Touré, membre du CNT. À l'issue de l'examen du projet de loi, la Commission des finances recommande de procéder à un audit externe des dettes sur EDMSA pour s'assurer de leur sincérité et de leur régularité dès l'entrée en vigueur du présent accord de prêt. Veiller à la mise en œuvre rigoureuse des plans de développement du sous-secteur de l'électricité de EDMSA. Promouvoir les énergies renouvelables et la réalisation des barrages hydroélectriques en vue de réduire la dépendance à l'énergie thermique. Cette séance plénière est la première de la session d'avril du Conseil national des transitions. Le ministre de la Refondation de l'État a assisté au débat en sa qualité de chargé des relations avec les institutions. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé hier après-midi à la mairie de la commune 4 du district de Bamako au lancement de la remise de la carte nationale biométrique sécurisée. Cette carte constitue un document adéquat au regard des garanties d'inviolabilité qu'elle présente. La cérémonie s'est déroulée en présence de 2 membres du gouvernement, du président de l'EJ, du représentant du PNUD et des légitimités traditionnelles de la commune. Mamadi Kone. La gestion des données de l'identité est un enjeu fondamental pour les autorités de la transition. C'est ainsi qu'elles ont décidé, sur la base des données du RAVEC, de produire la carte d'identité biométrique sécurisée afin que chaque citoyen puisse avoir son numéro NINA sur sa carte. La carte nationale biométrique sécurisée est enfin là. Colonel Mamadou Soukouna, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est l'unique document d'identification. Elle remplace la carte NINA, la carte d'électeur, la carte d'identité classique et la carte consulaire. Elle est sécurisée, personnelle et incessible. Pour cette première phase, tous les Maliens âgés d'au moins 18 ans recevront les cartes nationales d'identité biométrique sécurisées gracieusement offertes par l'État. Commencé le 9 janvier 2023, la mise à jour des données du numéro d'identification nationale NINA pour l'obtention de la carte nationale biométrique sécurisée a pris fin le 31 mars dernier. La joie se lisait sur le visage des premiers bénéficiaires du précieux sésame. Bassirou Porgou, bénéficiaire. C'est un sentiment de fierté mais surtout de satisfaction parce que ce numéro d'identification-là, c'est d'abord un premier moyen d'existence légale. Deuxièmement, on sait que cette carte permet à l'État d'intégrer en fait le club des pays de la CEDEAO où on sait que la carte est devenue un standard. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué le leadership du président de la transition dont les efforts ont permis d'aboutir à cette avancée. Il en a profité pour rappeler les avantages que procure ce document. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce projet a débuté en 2016 et c'est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que la remise a eu lieu. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée a 4 intérêts. Le premier intérêt, c'est d'abord grâce aux éléments de sécurité que comporte cette carte, elle permettra d'éviter facilement la falsification de nos documents d'identification. Le deuxième intérêt, la carte nationale d'identité biométrique sécurisée tient lieu de carte d'électeur. Donc, elle permettra de prévenir la fraude électorale. Le troisième intérêt, elle permet de réduire substantiellement les dépenses de l'État, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Et le quatrième intérêt, le Mali était en retard dans la région. Vous savez, quand vous regardez tous les États, globalement dans notre sous-région, ces États ont commencé à utiliser la carte nationale d'identité biométrique sécurisée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous rejoignons ce groupe d'États. Le ministre a par ailleurs invité les Maliens à se mobiliser pour retirer leur carte d'identité biométrique sécurisée. Le défaut de mise à jour des informations dans la base de données RAVEC n'empêche pas nos compatriotes d'avoir la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Je profite de cette occasion pour ici préciser que nous avons reçu une instruction très ferme du chef de l'État
c'est de faire en sorte que la remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée soit la moins pénible pour nos compatriotes. Pour ce faire, nous avons pris un certain nombre de mesures. Le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Nous avons mutualisé l'ensemble de nos ressources humaines pour que la remise soit un succès sous la supervision de l'agence de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il a enfin remercié l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, la MRTP, le PNUD ainsi que les opérateurs de téléphonie pour leur contribution. Grand format de ce journal, à 7 ans de forte chaleur, le Ramadan s'invite en pleine année scolaire et ils sont nombreux, ces élèves étudiants qui accomplissent tant bien que mal le 4e pilier de l'islam. Habitués ou pas, ils doivent braver de longues et fatigantes journées. Malgré leur bonne volonté, la faim et la réflexion ne font toujours pas bon ménage. Quel est leur quotidien? Les éléments de réponse dans ces dossiers signés Awa Adama Koulibaly. C'est la récréation au groupe scolaire Notre-Dame du Niger. L'heure de se dégourdir les jambes, mais aussi de manger. Ce dernier plaisir, Aminata ne peut se le permettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas acheter à manger parce que je suis en jeûne. Comme elle, ils sont nombreux ces élèves âgés de 11 à 15 ans qui observent le jeûne en pleine année scolaire. Un choix personnel, nous disent-ils. Aminata Ibrahim Maïga, élève. Les parents ne m'obligent pas à jeûner, c'est mon propre choix. Seydou Daouda Sissoko, élève. Le jeûne du Ramadan permet d'effacer certains péchés. Cependant, la pénibilité du jeûne les rattrape quand le soleil est au zénith. Pris de faim et de fatigue, nos petits jeûneurs peinent à suivre correctement les cours. Moussouma Kan Sangaré, élève. Les cours du soir, vers 16h, 17h, ça me fatigue un peu. Bintou Diara, élève. Parfois j'arrive à suivre, mais pendant le soir, sous la forte chaleur, ça devient un peu difficile. Seydou Daouda Sissoko, élève. Vers midi 13h, on est très fatigué, on n'arrive pas à bien suivre le cours. À 16h, les élèves usent de toutes les techniques pour regagner leur domicile. Le temps est en leur faveur. Les enseignants cèdent parfois. Sérémé André, enseignant au groupe scolaire Notre-Dame du Niger. Les heures de pêche, par exemple, c'est à partir de 15h, 16h. Vous savez que le soleil est encore ardent. Donc, du coup, certains viennent demander la permission. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'excuser aujourd'hui? Elles ne disent pas directement qu'elles sont en jeûne. Et voilà, ils ne se sentent pas bien. Bien entendu, j'accepte. D'autres ont aménagé les horaires des cours. C'est le cas du groupe scolaire Mamadou Konaté. Moussa Diara, enseignant au groupe scolaire Mamadou Konaté. Avec la modification d'horaire par les autorités scolaires, je pense que c'est raisonnable et supportable. Parce qu'à partir de 13h, déjà c'est la descente. C'est ce qui les soulage un peu. Il est 18h30 quand nous arrivons sur le campus de la colline du savoir de Bamako. Ici, tout est calme. Des jeunes s'activent pour la rupture collective. Bol à la main, chacun attend le coup d'envoi. L'appel à la prière sonne comme une délivrance pour ces étudiants. Après une journée non pas la plus pénible, les bouchées de la gloire se dégustent avec appétit. Ils reprennent de la force. Lala Sissé, étudiante. Machallah, je me sens bien maintenant. Seydou Dambélé, étudiant. Alhamdulillah, je me sens mieux vraiment. Malgré l'âge et l'habitude, les journées de pénitence ne sont pas gagnées d'avance. Les examens en cours exigent un nouveau calendrier. Soumaïla Diara, étudiant. Entre la prière de 13h jusqu'à la prière de 16h, donc je me repose. Donc comme je n'ai pas de cours tous les jours, certains nous donnent de pause. Donc on vient, on fait la prière, on se repose dans la mosquée juste pour quelques minutes et puis on retourne en classe. Lala Sissé, étudiante. On s'efforce à suivre les cours, sinon vers 15h. C'est pas facile là. Les horaires que je choisis pour réviser mes leçons, c'est après la prière de Isha et après le Soubou. En attendant les épreuves du lendemain, les étudiants ont suffisamment repris d'énergie pour bien reviser cette nuit. Actualité hors de nos frontières. Le 10 avril 2023, lors du procès de Mohamed Ould Abdelaziz, un ancien général a affirmé
avoir reçu l'ordre de l'ex-président mauritanien de céder une partie de l'enceinte de l'école de police de Nouakchott en vue de la transformation à un centre commercial. Les témoignages de ceux qui ont défilé n'ont eu aucun intérêt juridique, a rétorqué l'un des avocats de l'ancien chef d'État qui est jugé pour des faits présumés de corruption, de détournement de biens publics et de blanchiment. La crise diplomatique entre l'Allemagne et le Tchad s'envenime après l'expulsion en fin de semaine dernière de l'ambassadeur allemand à N'Djamena. C'est son homologue tchadien à Berlin qui a été prié hier mardi 11 avril de quitter son poste. Cette réaction de Berlin était prévisible et elle fut rapide. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué donc mardi l'ambassadrice tchadienne en Allemagne, Mariam Ali Moussa, et l'a informé qu'elle devrait quitter le pays sous 48 heures. Berlin a regretté de devoir en arriver là, critiquant l'expulsion injustifiée de l'ambassadeur allemand au Tchad. Au Burundi, le Fonds monétaire international FMI a annoncé lundi 10 avril être parvenu à un accord avec le gouvernement burundais en vue de la mise en place d'un programme d'aide de 261 millions de dollars sur 40 mois. Ce programme est le premier à être convenu entre les deux parties depuis la crise politique de 2015 qui a mis à genoux l'économie de ce pays classé depuis 3 ans comme le plus pauvre du monde avec 76% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Pour terminer cette page internationale, hier mardi 11 avril, la Russie a procédé au lancement d'essais d'un missile balistique intercontinental avancé quelques semaines après avoir annoncé la suspension de sa participation au traité de désarmement nucléaire qui la lie aux Américains. Une unité de combat a lancé avec succès un missile balistique intercontinental depuis le site d'essai Kapustin, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. 7h passées de 16 minutes à présent la page sport. Et c'est avec vous, Ali Djoumatina. Bonjour. Bonjour, Foutine Tunkara. On commence par le championnat national avec la 14e journée. Oui, cette 14e journée s'est poursuivie hier avec 2 rencontres. Yélé Olympique, en dernière position du classement, s'est incliné 1-0 devant l'AS Bakaridjan à Bougouni au stade Moussa Diakité. L'USFAS l'a emporté 3-0 face à Black Sar de Badalabougou. La suite, c'est demain jeudi avec le choc au stade malien de Bamako à Siral de Bamako, prévu à Koulikoro au stade Mamadou Diarra H. La Fédération malienne de football adresse une lettre circulaire aux secrétaires généraux des ligues et des clubs par rapport au calendrier de la saison. Oui, c'est là en raison du retard accusé dans la tenue des différentes compétitions régionales et nationales. L'instance suprême de notre football a ainsi modifié les dates des compétitions à venir. Les quarts de finale de la 62e édition de Dame Coupe du Mali se joueront les 23 et 24 avril prochains. Le tirage au sort des demi-finales sera effectué le 8 mai en direct sur l'URTM dans l'émission Score. Les 2 demi-finales se joueront le 13 et le 14 mai et la finale est prévue soit le 3 juin ou le 10 juin. S'agissant de la Coupe du Mali des dames, le tirage au sort des 8e de finale est prévu ce mercredi à la FEMAFOOT et la finale aura lieu le 26 mai prochain. Concernant les noms des champions régionaux en vue du tournoi de montée en première division, la date limite de réception des noms de ces champions de chaque ligue est prévue le 5 juin prochain. Quant au tournoi de montée à l'élite, il se déroulera du 16 juin au 25 juin 2023 selon la lettre circulaire publiée par la FEMAFOOT. Hors du pays, en Côte d'Ivoire, 3 stades construits pour la CAN qui bien sûr ont été baptisés. Réalisés pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les 3 terrains ont été baptisés par le chef de l'État ivoirien sur proposition du ministère des Sports. Ainsi, le stade de Korogo portera le nom de Feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre ivoirien originaire de la région, décédé le 8 juillet 2020. Le stade de Yamoussoukro, lui, portera le nom d'un autre ancien premier ministre ivoirien. Il s'agit de Charles Konan Banny, décédé le 10 septembre 2021. Concernant le stade de San Pedro, il sera baptisé du nom de Laurent Mpoku, ancien international et légende du football ivoirien, décédé le 13 novembre 2016. Notons que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.
En Europe, 4 quarts de finale à aller de la Ligue des champions. Manchester City et l'Inter Milan ont pris une bonne option pour la qualification. Les deux premiers chocs des quarts de finale allés de la prestigieuse et lucrative Ligue européenne des champions ont tenu leur promesse hier soir. Les Portugais de Benfica de Lisbonne, auteurs cette saison d'un parcours remarquable dans la compétition, ont été battus à domicile par les Italiens de l'Inter Milan qui recevront le match retour le mercredi prochain pour la rencontre phare de ces quarts de finale Manchester City-Bayern Munich. D'ailleurs, considéré comme la finale avant l'heure, ce sont les Anglais de Manchester City qui ont réalisé la bonne opération dans une rencontre très tactique entre deux des meilleurs techniciens du monde, Pep Guardiola et Thomas Tuchel. C'est finalement le technicien espagnol qui s'en sort victorieux. Les Sky Blues l'emportent 3-0 et sont désormais en ballottage très favorable avant la match retour prévue la semaine prochaine chez l'ogre allemand à Allianz Arena de Munich. Merci Eric Martina pour toutes ces informations. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à un consortium composé de l'Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement et l'ONG Donko. Il s'agit pour ce consortium de mener des activités de gestion et de valorisation de la biodiversité et d'appuyer les initiatives de développement compatibles avec la gestion de la faune et de la flore. Agibou Koulibaly. Sauver la nature doit être une œuvre pour tous. C'est le slogan de l'Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement. Une vision partagée par l'ONG Donko qui œuvre pour la promotion du savoir local. Les deux structures ont réuni leurs forces pour soutenir les communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles renouvelables dans la première région. Moriba Nomoko, chef de file de consortium. Ce consortium-là, on s'est mis ensemble et on a signé un document de partenariat, de collaboration. Au-delà du fonds climat, on peut solliciter d'autres financements ensemble pour pouvoir en tout cas renforcer nos capacités d'intervention au niveau du terrain. Et on a un document de partenariat avec la FAO. Ali Bokoum, chargé de programme à l'ONG Donko. Il s'agit pour nous de mettre en tout cas des mécanismes pour en tout cas réduire un peu ces différents conflits-là. À travers il y a les mécanismes tels que les conventions locales. On a 2 conventions, la convention de Doro et la convention du lac Magui. Ce sont ces conventions qui seront redynamisées, qui vont en tout cas prendre en compte la gestion des espaces de pâturage. Il y a aussi l'aménagement des aires pastorales. On va aussi appuyer les équipes communales par l'élaboration des plans d'aménagement des terroirs, les schémas d'aménagement des terroirs, qui prendront en compte en tout cas l'aménagement de ces espaces. À ce niveau aussi, il y a aussi la matérialisation des pistes et couloirs de transhumance. À l'heure actuelle, nous avons identifié à peu près 75 km de pistes et couloirs de transhumance. Ces pistes seront matérialisées à travers des balises. Une initiative qui appuie d'une part les collectivités locales et les organisations de la société civile pour la promotion d'activités génératrices de revenus et un développement écologiquement durable d'autre part. Amadou Koulibaly, maire de la commune rurale de Ségala. C'est des activités, en quelque sorte, c'est la conservation de l'environnement, des activités qui concernent la régénération naturelle assistée de la faune, la formation des paysans, des femmes et des activités qui tournent autour de l'identification des aires pastorales, des pistes pastorales, donc aider les communes à mieux gérer leurs ressources, à mieux gérer les acteurs qui travaillent dans la commune. Maïmouna Tall, présidente de la coordination des femmes de Konyakari. Dans notre localité, ce projet nous a apporté la propriété. Ils nous ont donné des arbres à planter, des semences, des grillages. En bref, ils nous ont donné, nous les femmes, tout ce dont on a besoin pour notre avancement. Pour moi, ce projet est une aubaine. Ce consortium, Association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement et l'ONG Donko est parrainé par la FAO à travers le Fonds Climat Mali. 7h passées de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara. Mamadou Bedialo a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté. Une édition coordonnée par Bourama Traoré. Restez connectés tout à l'heure de Route Emily pour les avis et communiqués. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.